What is your name? Rosaire. Rosaire Paul. You swear to speak without hate nor fear, to say the truth, all the truth, only the truth. Raise the right hand and say, I swear. Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. You can sit down. Vous vous appelez? Vous vous appelez Paul Rosaire. Votre nom s'écrit R-O-Z-E-R. R-O-S-E-R. R-O-S-E-R. Vous êtes né Le 8 mai 1903 à Pantin. Vous êtes de nationalité française, Français, né de parents français. de parents français. Vous étiez prisonnier de guerre. Oui, Vous avez été fait prisonnier au combat oui. en quelle année? Le 14 juin 1940. Vous avez tenté de vous évader. Oui, plusieurs fois. Combien de fois? 5 fois. 5 fois. 5 fois. Vous avez été transféré finalement dans un camp disciplinaire. Oui. Voulez-vous indiquer quel était le régime de ce camp disciplinaire? Vous préciserez votre grade et vous indiquerez quel est le traitement qu'on a fait subir aux Français de votre grade dans ces camps disciplinaires. Et pour quelle raison? Parfaitement. J'étais aspirant. C'est un grade qui, en France, se place entre celui d'adjudant-chef et de sous-lieutenant. J'ai été dans plusieurs camps de discipline. Le premier était un petit camp que les Allemands appelaient Strafkommando, à Linzbourg, dans le Hanovre. C'était en 1941. Nous étions une trentaine. Au cours de mon séjour dans ce commando, dans l'été de 1941, nous avons tenté de nous évader une nouvelle fois. Nous avons été repris par nos gardiens au moment même où nous sortions. Nous étions naturellement désarmés. Le premier d'entre nous qui a été repris... Wait. You're going much too fast for us to follow you. Can now continue more slowly, please. Bien. Les Allemands, nos gardiens, ayant repris l'un d'entre nous, ont voulu lui faire dire quels étaient ceux qui voulaient également s'évader. L'homme gardait le silence. Les gardiens se jetèrent sur lui, le frappant de la crosse du revolver au visage, de coups de baïonnette, de coups de crosse de fusil. À ce moment-là, ne voulant pas laisser tuer notre camarade, plusieurs d'entre nous s'avancèrent et se dénoncèrent. Je reçus alors une volée de coups de baïonnette appliqués sur la tête et je tombais évanoui. Lorsque je revins à moi, un des Allemands était agenouillé sur ma jambe et continuait de me frapper. Un autre, levant son fusil, cherchait à atteindre ma tête. Je ne fus sauvé à cette occasion que par l'intervention de mes camarades qui se jetèrent entre les Allemands et moi. Cette nuit-là,
nous fûmes frappés pendant 3 heures exactement, à coups de crosse de fusil, coups de baïonnette et coups de revolver au visage. J'ai perdu connaissance 3 fois. Le lendemain, on nous emmenait au travail quand même. Nous creusions des fossés de drainage dans les marécages. C'était un travail très dur qui commençait à 6h30 le matin pour s'achever à 6h le soir. Nous faisions 2 pauses d'une demi-heure chacune. Nous n'avions rien à manger pendant la journée. La soupe en rentrant le soir et un morceau de pain. Un petit morceau de saucisson ou 2 cm3 de margarine. Et c'était tout. À la suite de notre tentative d'évasion, nos gardiens nous ont retenu tous les colis que nos familles nous envoyaient. Pendant 1 mois, nous ne pouvions pas écrire ni recevoir notre correspondance. Au bout de 3 mois et demi, en septembre 1941, nous avons été envoyés dans des commandos ordinaires. J'ai personnellement été très malade à cette époque et suis rentré au Stalag 10B, à Zandbostel. C'est au cours. Pourquoi étiez-vous soumis à un régime spécial, bien qu'aspirant? Certainement à cause de mes tentatives d'évasion. Aviez-vous accepté de travailler? Non pas. J'avais, comme tous mes camarades aspirants, et comme la plupart... Too fast. J'avais, comme la plupart des sous-officiers, et comme tous les aspirants, refusé de travailler. M'appuyant sur les dispositions de la Convention de Genève que l'Allemagne avait signée et qui prévoit que les sous-officiers prisonniers ne peuvent être astreints à aucun travail hors leur consentement. L'armée allemande, aux mains de laquelle nous nous trouvions, n'a, pour ainsi dire, jamais respecté cet engagement pris par l'Allemagne. Au courant d'exécutions auxquelles il aurait été procédé au Stalag 2B, j'ai été au courant de la mort de plusieurs prisonniers français ou alliés, en particulier à l'Oflag 2D, à Grossborn, Westfalenhof, en Poméranie, le lieutenant français Robin, qui avait préparé avec plusieurs camarades une évasion et pour cela creuser un tunnel, a été tué de la manière suivante. Les Allemands
ayant eu connaissance du tunnel préparé, le Hauptmann Buchmann, qui faisait partie du cadre du camp, a guetté la sortie des évadés avec quelques gardiens allemands. Le lieutenant Robin, qui sortait le premier, a été tué d'un coup de feu. Alors qu'évidemment, il ne pouvait aucunement attaquer qui que ce soit ou se défendre. D'autres cas de ce genre se sont produits. Un de mes amis, le lieutenant français Ledoux, envoyé à la forteresse de Graudenz, où il a subi un régime de détention terrible, a vu tuer son meilleur ami, le lieutenant britannique Anthony Thompson, par le Hauptfeldwebel Österreich, d'un coup de revolver dans la nuque, dans leur cellule. Le lieutenant Thompson venait d'essayer de s'évader et avait été repris par les Allemands sur le terrain d'aviation. Le lieutenant Thompson appartenait à la RAF. J'aurais aussi à dire que au camp de Ravarouska, en Galicie, où j'ai fait un séjour de 5 mois, plusieurs de nos camarades. Pourquoi vous étiez à Ravarouska? Au cours de l'hiver 1941-42, les Allemands, désirant intimider, premièrement, les sous-officiers réfractaires au travail, deuxièmement, les évadés, troisièmement, les hommes qui, employés dans des commandos, étaient surpris à saboter, les Allemands nous prévinrent que, à partir du 1er avril 1942, tous les évadés qui seraient repris seraient envoyés dans un camp spécial dit Straflager à Ravarouska, en Pologne. C'est à la suite d'un nouvel essai d'évasion que je fus avec environ 2000 Français emmenés en Pologne. Je me trouvais à Limburg, Anderland, Stalag 12A, où nous avons été regroupés et mis dans les wagons. Nous étions
nous avons été dépouillés de nos capotes, de nos souliers, de tous les vivres que certains d'entre nous pouvaient avoir conservés, placés dans des wagons où l'effectif variait de 53 à 56. Le voyage a duré 6 jours. On nous ouvrait généralement les wagons quelques minutes au cours d'une halte en pleine campagne. On nous a donné en 6 jours 2 fois de la soupe. Une fois à Oppeln, et cette soupe était immangeable. Une fois à Yaroslow, une fois à Yaroslow, une fois à Yaroslow, une fois à Yaroslow. Nous sommes restés 36 heures sans boire au cours de ce voyage. Comme nous n'avions aucun récipient avec nous, il était impossible de faire provision d'eau. Lorsque nous sommes arrivés à Ravarouska, le lundi matin, 1er juin 1942, nous avons trouvé d'autres prisonniers français, pour la plupart, qui étaient là depuis quelques semaines, extrêmement découragés. Un régime alimentaire de beaucoup inférieur à tout ce que nous avions vu jusqu'alors. Aucun colis familial ou de la Croix-Rouge internationale n'avait été délivré. Nous nous sommes trouvés à cette époque environ 12 ou 13 000 dans ce camp. Il y avait pour cette population un robinet fournissant quelques heures par jour de l'eau non potable. Cet état de choses a duré jusqu'à la visite de 2 médecins suisses qui sont venus au camp en septembre, croyais-je. Le logement consistait en 4 casernes où les chambrées ont contenu jusqu'à 600 hommes. Nous étions empilés sur des bas-flancs à 3 étages avec environ 35 à 40 cm pour chacun de nous. Durant notre séjour à Ravarouska, il y a eu de nombreuses tentatives d'évasion, plus de 500 en 6 mois. Plusieurs de nos camarades ont été tués. Certains ont été tués au moment où une sentinelle les apercevait, malgré la tristesse. Aucun d'entre nous ne contestait le droit de nos gardiens dans de pareils cas. Mais plusieurs ont été assassinés, en particulier le 12 août 1942 au commando de Tarnopol, le soldat Lavesque. Il a été retrouvé
portant plusieurs traces de coups de feu et plusieurs larges plusieurs larges plaies produites par des coups de baïonnette. Le 14 août, au commando de Verchignac, 93 Français ayant réussi à creuser un tunnel s'évadèrent. Le lendemain matin, 3 d'entre eux, Conan, Van den Bosch et Poutrel, ont été surpris par des soldats allemands qui les recherchaient. 2 d'entre eux dormaient. Le 3e, Poutrel, ne dormait pas. Les Allemands, un caporal et 2 hommes, vérifièrent l'identité des 3 Français. Très calmement, sans cri. Ensuite, ils leur annoncèrent « Maintenant, nous sommes obligés de vous tuer ». Les 3 malheureux invoquèrent leur famille, demandèrent grâce. Le caporal allemand fit cette réponse que nous avons entendue trop souvent. Befehl ist Befehl. Ils abattirent immédiatement 2 des prisonniers français, Van den Bosch et Conan. Poutrel partit comme un fou et, par chance, ne fut pas rejoint. Par contre, il fut repris quelques jours plus tard dans la région de Cracow. Il fut alors ramené à Ravarousse-Kamem, où nous l'avons vu dans un état proche de la folie. Le 14 août encore, au commando de Stries, une corvée d'une vingtaine de prisonniers, accompagnés de plusieurs gardiens, se rendait au travail. Je vous demande pardon, il s'agit de prisonniers de guerre français. De prisonniers de guerre français jusqu'à présent. Longeant un bois, le sous-officier allemand, qui, depuis quelque temps, poursuivait 2 d'entre eux, Pierrel et Ondi Viella, les entraîna dans le bois. Des coups de feu. Pierrel et Ondi Viella venaient d'être tués. Le 20 août, le 20 septembre, à Stries encore, un commando était au travail, sous la surveillance de militaires allemands et de contremaîtres civils allemands. Un des Français réussit à s'évader. Sans attendre, le sous-officier allemand choisit 2 hommes
nommé, si mes souvenirs sont exacts, Saladin et Duboeuf. Et les abattit sur place. Des faits de ce genre se sont encore produits dans d'autres circonstances. La liste serait longue. Pouvez-vous parler des conditions dans lesquelles ont été traités les sous-officiers réfractaires qui étaient avec vous à Ravarouska, réfractaires au travail? Les sous-officiers qui refusaient de travailler ont été groupés dans une partie du camp, dans deux des immenses écuries qui servaient de logement. Ils ont été soumis à un régime de pression sévère. Par Niederlegen, Aufstehen. C'est un exercice qui, lorsqu'il est poursuivi quelque temps, est épuisant. Un jour, le sergent Corbillan, ayant refusé au capitaine Fournier, nom français d'un capitaine allemand, ayant refusé de prendre un outil pour le travail, le capitaine allemand fit un geste et un des soldats allemands qui était avec lui traversa de sa baïonnette Corbillan. Corbillan échappa à la mort, par miracle. À Ravarouska, dans les que j'y ai passé, mort de maladie ou tué au cours d'évasion. Mais, jusqu'à présent, une centaine de ceux qui étaient avec nous et qui ont essayé de s'évader là-bas n'ont pu être retrouvés. Est-ce tout ce dont vous avez été témoin? Non. Et je dois dire que le séjour au Straflager de Ravarouska comportait une chose plus terrible que ce que nous, prisonniers, avons vu et souffert. Nous étions obsédés par ce que nous savions qui se passait tout autour de nous. Les Allemands avaient transformé la région de Lemberg-Ravarouska en une espèce d'énorme ghetto.
on avait amené dans cette région où les Israélites étaient déjà nombreux, des Juifs de tous les pays d'Europe. Tous les jours, pendant 5 mois, sauf une interruption de 6 semaines environ, en août et septembre 1942, nous avons vu passer à 150 mètres de notre camp 1, 2, quelquefois 3 trains composés de wagons de marchandises dans lesquels étaient empilés hommes, femmes et enfants. Un jour, une voix venue d'un de ces wagons nous cria « Je suis de Paris, nous allons à la boucherie ». Très souvent, des camarades qui sortaient du camp pour aller travailler trouvaient des cadavres le long de la voie ferrée. Nous savions vaguement, à l'époque, que ces trains s'arrêtaient à Belsec, lieu situé à 17 km environ de notre camp. Et que là, on procédait à l'exécution de ces malheureux par des moyens que j'ignore. Une nuit, en juillet 1942, nous avons entendu des rafales de mitraillettes toute la nuit, des hurlements de femmes, d'enfants. Le lendemain matin, des bandes de soldats allemands parcouraient les Seigles, au bord même de notre camp. La baïonnette basse, et cherchant des gens cachés. Ceux de nos camarades qui sont sortis ce jour-là pour le travail nous ont rapporté avoir vu des morts partout en ville, dans les ruisseaux, dans les granges, dans les maisons. Par la suite, certains de nos gardiens qui avaient participé à l'opération nous ont complaisamment expliqué que 2000 Juifs avaient été tués cette nuit-là, sous le prétexte que 2 SS avaient été assassinés dans la région. Plus tard, en 1943, la première semaine de juin, a vu un pogrom qui, à Lemberg,
a valu la mort à 30 000 juifs. Je n'étais pas personnellement à Lemberg, mais plusieurs médecins militaires français, le médecin commandant Guiguet, le médecin lieutenant Lévin, m'ont raconté la scène. Les tramways de la ville. Mr. DeBost, this witness appears to be not finishing, and therefore I think we'd better adjourn now until 2 o'clock. Avec la permission du tribunal, nous allons poursuivre l'audition du témoin, M. Rosaire. Monsieur Rosaire, vous aviez terminé ce matin de nous exposer les conditions dans lesquelles vous avez assisté au pogrom de Ravarouska. Et vous vouliez nous donner une indication personnelle en ce qui concerne un autre pogrom. Vous nous aviez déclaré que un soldat allemand qui y avait pris part avait fait devant vous, c'est exact, D'accord. une déclaration que vous vouliez rapporter. Nous vous écoutons. À la fin de 1942, j'ai été ramené en Allemagne et j'ai eu l'occasion de rencontrer avec un médecin français le chauffeur du médecin-chef allemand de l'infirmerie où je me trouvais alors. Ce soldat, dont j'ai oublié le nom, m'a dit ceci. En Pologne, dans une ville dont j'ai également oublié le nom, un sergent de mon régiment est allé avec une femme juive. Quelques heures plus tard, on l'a retrouvé mort. Alors, dit le soldat allemand, on a fait sortir mon bataillon. La moitié de l'effectif a été disposée en cordon autour du ghetto. Et l'autre moitié, 2 compagnies, dont je faisais partie, a pénétré dans la maison et a précipité par les fenêtres pêle-mêle le mobilier et les habitants. Le soldat allemand terminait son récit par ces mots. Ach Mensch, schrecklich war es, unmenschlich. Nous lui avons dit alors, mais comment avez-vous pu faire une chose pareille? Il nous a fait la réponse fatidique, Befehl ist Befehl. Tel est l'exemple que j'avais cité précédemment. Vous aviez commencé à faire allusion, parlant de Ravarouska, au traitement des prisonniers russes qui vous avaient précédé dans ce camp, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est exact. Le premier détachement français est arrivé à Ravarouska le 14 ou 15 avril 1942 a succédé à un groupe de 400 prisonniers de guerre russes qui étaient les survivants d'un détachement de 6000 hommes décimés par le typhus. C'est les quelques médicaments qui ont pu être trouvés par les médecins français à l'arrivée à Ravarouska provenaient de l'infirmerie des prisonniers russes. Ça comprenait quelques cachets d'aspirine et différents médicaments, absolument rien pour soigner le typhus. Il n'y a eu aucune désinfection du camp entre le séjour des malades russes et les suivants.
Je ne peux pas parler ici de ces malheureux survivants russes de Ravarouska sans demander au tribunal la permission d'évoquer l'épouvantable tableau que nous avons tous, je veux dire tous les prisonniers français qui se trouvaient dans les stalags d'Allemagne à l'automne et à l'hiver de 41, que nous avons tous eu lorsque sont arrivés les premiers détachements de prisonniers russes. Pour moi, c'est un dimanche après-midi que j'ai assisté à cela. Un spectacle absolument hallucinant. Les Russes arrivaient en colonne par 5, se tenant par le bras, car aucun d'eux ne pouvait marcher seul. L'expression squelette ambulant était vraiment la seule qui convainc. Nous avons vu depuis des photographies des camps de déportation et de mort. Nos malheureux camarades russes étaient exactement dans le même état dès 1941. La peau de leur visage n'était même pas jaune, elle était verte. Presque tous louchaient, n'ayant même plus la force d'accommoder. Il en tombait des rangs entiers, une brochette de 5 hommes. Les Allemands se précipitaient et frappaient à coups de crosse, à coups de cravache. Comme c'était dimanche après-midi, les prisonniers français avaient, en somme, leur liberté à l'intérieur du camp, bien entendu. Voyant cela, tous les Français se sont mis à pousser des hurlements. Et les Allemands nous ont fait rentrer dans les baraques. Le typhus s'est répandu immédiatement dans le camp des Russes, qui, arrivés 10 000 au mois de novembre, n'étaient plus que 2500 au début de février. Ces renseignements chiffrés sont certains, je les ai tenus de 2 sources. D'abord, d'une source officieuse qui était la cuisine du camp. Il y avait affiché devant les cuisines un grand tableau sur lequel les Allemands inscrivaient les rations dérisoires et aussi l'effectif. L'effectif du camp des prisonniers russes fondait chaque jour de 80 à 100. D'autre part, des camarades français étaient employés au bureau des entrées du camp, bureau qu'on appelait Aufnahme. Et eux avaient aussi les effectifs. Et c'est d'eux que je tiens le chiffre de 2500 de subsistants en février. J'ai dans la suite, particulièrement à Ravarouska, eu l'occasion de voir des prisonniers français de toutes les régions d'Allemagne. Tous ceux qui se trouvaient dans les stalags, c'est-à-dire dans les camps centraux, à l'époque que je viens de dire, ont vu le même spectacle. Beaucoup de prisonniers russes ont été jetés à la fosse commune avant même leur mort. Morts et moribonds étaient ramassés entre les baraques et jetés dans des tombereaux. Les premiers jours, nous voyions les cadavres dans les tombereaux. Mais, comme le commandement allemand du camp ne trouvait pas agréable de voir les soldats français saluer leurs camarades russes tombés, on les a dans la suite couverts de bâches. Vos camps étaient alors surveillés par l'armée allemande ou par des SS? Par la Wehrmacht.
Rien que par l'armée allemande. Uniquement. Je n'ai jamais été surveillé par qui que ce soit d'autre que par la Wehrmacht, sinon par la Schutzpolizei, lorsque j'étais évadé. Et repris. Oui. Une dernière question. Vous avez successivement été enfermé dans un certain nombre de camps de prisonniers de guerre en Allemagne. Oui. Est-ce que dans tous ces camps, vous aviez la possibilité de pratiquer votre religion? Dans les camps même, Vous êtes de quelle religion? je suis personnellement protestant. Dans les camps même où j'ai passé, en général, on autorisait l'exercice du culte aux protestants et aux catholiques. Mais j'ai séjourné en particulier dans un commando agricole de la région de Bremen. Il s'appelait, je crois, Maybourg, où il y avait un prêtre catholique. Nous étions dans ce commando une soixantaine d'hommes. Ce prêtre catholique ne pouvait pas dire sa messe. On l'en empêchait. Qui? Les sentinelles, les postes, Qui étaient des soldats des soldats. de l'armée allemande? Mais oui, toujours. Je n'ai plus de questions à vous poser. Does the Soviet prosecutor? No. The United States? Any of the defendants' counsel wish to ask any questions? Verteidiger Nelte für den Angeklagten Keitel. Herr Zeuge, wann sind Sie in Kriegsgefangenschaft gefallen? J'entends parler allemand, mais pas la traduction. J'ai été fait prisonnier le 14 juin 1940. In welches Kriegsgefangenenlager sind Sie damals gekommen? J'ai été immédiatement envoyé à l'Oflag 2D, à Großborn-Westfalenhof, en Poméranie. Sie waren in einem Oflag. Oui, Welche Bestimmungen sind Ihnen im Kriegsgefangenenlager bekannt gegeben worden bezüglich eines eventuellen Fluchtversuches? eh bien, on nous a avertis qu'on nous tirerait dessus et qu'il ne fallait pas essayer. Glauben Sie, dass diese Bekanntmachung mit der Genfer Konvention übereinstimmt? Ah, celle-là, certainement. Sie sprachen von einem Fall, wenn ich richtig gehört habe, Robert, vom Oflag 2b. Sie sagten, dass dort ein Offizier durch einen Tunnel aus dem Lager entflohen sei und dass er, weil er der Erste war, der aus dem Tunnel in die Freiheit kam, erschossen worden sein soll. Ist das richtig? J'ai dit cela, oui. Waren Sie bei diesen Offizieren, die den Fluchtversuch unternommen haben?
Non, j'ai dit tout à l'heure que cela m'a été raconté par le lieutenant Ledoux, qui était encore, lui, à la flaque 2D quand cela est arrivé. Ich habe verstanden. Ich wollte nur feststellen, dass dieser Offizier Robin auf der Flucht seinen Tod gefunden hat. Oui, mais ici il faut remarquer une chose. C'est ceci. Tous les prisonniers de guerre qui s'évadaient savaient qu'ils risquaient un coup de fusil. Mais une chose est d'être tué dans les barbelés, par exemple, au moment où on franchit. Autre chose est d'être guetté et assassiné au moment où on ne peut rien faire, au moment où on est à la merci d'un homme, même sans armes, comme c'était le cas du lieutenant Robin, qui était dans son tunnel, un tunnel d'évadé, était haut comme ça, il était à plat ventre, l'homme. Il était comme ça en train de ramper, et on l'a tué à ce moment-là. Ce n'est pas la règle internationale. Ich habe Sie verstanden. Und Sie können sicher sein, dass ich vor jedem Kriegsgefangenen, der versucht hat, seiner patriotischen Pflicht zu genügen, meine Hochachtung ausspreche. Hier, wo Sie ja nicht zugegen waren, wollte ich nur klarstellen, dass doch die Möglichkeit jedenfalls bestanden hat, dass dieser erste mutige Offizier, der den Tunnel verließ, auf Anruf der Wachen nicht geantwortet hat und dadurch erschossen wurde. Sie gaben eben zwar eine sehr lebhafte Schilderung, wie der Vorgang gewesen sei. Ich glaube aber, dass das Ihrer Fantasie entspringt, weil Sie ja doch nicht nach Ihren eigenen Aussagen zugegen waren. Ist das richtig? Non pas. Il n'y a pas 36 manières de sortir d'un tunnel d'évadé, monsieur. On est à plat ventre, on rampe, et quand l'homme est tué avant d'être hors du tunnel, j'appelle ça l'assassiné. Haben Sie den Offizier gesehen? Dr. Nelta, Bitte? we don't want argument in cross-examination. The witness has already stated that he was not there, he didn't see it, and he has explained the fact. Ich danke. Der Vorgang des Leutnant Thomsen ist da, haben Sie, glaube ich, gesagt, Sie seien nicht persönlich orientiert, sondern durch einen Freund. Ist das richtig? Je n'ai qu'à répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ja. Le récit, j'ai rapporté ici le récit du lieutenant français Ledoux, qui m'a dit s'être trouvé à Graudenz, dans la forteresse, avec un lieutenant de la RAF, Anthony Thompson. Cet officier anglais s'était évadé de la forteresse. Il a été repris sur le terrain d'aviation, ramené à la forteresse, mis en cellule dans la même cellule que Ledoux, et Ledoux l'a vu tuer d'une balle de revolver dans la nuque. Ledoux m'a donné également le nom de son meurtrier. Je crois l'avoir donné tout à l'heure, c'était le Hauptfeldwebel Österreich. C'est un récit qui m'a été fait par un témoin. Der Hauptfeldwebel Österreich gehörte zu der Wache des Lagers oder zu welcher Formation?
Ça, je n'en sais rien. Ist Ihnen bekannt, dass Sie als Kriegsgefangener ein Beschwerderecht haben? Certainement. Je connaissais personnellement la Convention de Genève que l'Allemagne a signée en 1934. Da Sie diese Bestimmungen kennen, wussten Sie also, dass Sie die Möglichkeit der Beschwerde durch die Lagerkommandantur hatten? Haben Sie davon Gebrauch gemacht? Il m'est arrivé d'essayer. Sans succès. Darf ich fragen, wie der Lagerkommandant hieß, der Sie zurückgewiesen hat? Ah non, ça je ne sais pas. Mais je vais vous dire quand j'ai essayé. Bitte. C'était au fameux commando, Strafkommando de Linzbourg, dans le Hanovre. Ce commando dépendait du Stalag 10C. Après la nuit que j'ai racontée tout à l'heure, où, au cours d'une évasion manquée, nous avons été assommés pendant 3 heures durant, le lendemain matin, un certain nombre d'entre nous ont été gardés au commando. Nous avons vu alors le supérieur immédiat du chef de commando. C'était un Oberleutnant dont je ne sais pas le nom, qui a vu que nous étions blessés, couverts de plaies sur la tête en particulier, et qui a trouvé la chose fort bonne. Le soir, nous sommes allés au travail, rentrés à 7 heures, nous avons reçu la visite d'un major, un homme fort distingué, qui a trouvé aussi que, ma foi, puisque nous essayons de nous évader, il était juste qu'on nous punisse. Quant à notre réclamation, elle n'est pas allée plus loin, monsieur. Wussten Sie, dass die deutsche Regierung mit der damaligen französischen Vichy-Regierung auch über die Kriegsgefangenen Abmachungen getroffen hatte? Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais on ne venait pas visiter les commandos de ce genre-là. Also wollen Sie sagen, dass diese Besuche seitens der dafür vorgesehenen Stellen nur in die Lager kamen, nicht zu den Arbeitskommandos? Que si, monsieur. Les visites avaient bel et bien lieu dans les commandos de travail, mais pas dans le Strafkommando où je me trouvais. Voilà la différence. Sie waren doch nicht immer im Strafkommando. Non, non. Wann kamen Sie in das Strafkommando? Babaruska? Ah, j'ai commencé. Non, bien avant. Avril 41, pour la première fois. C'était un commando, celui-là, où on a envoyé sans motif immédiat uniquement des aspirants et des prêtres. Là, nous n'avons reçu aucune visite. Bon. Le Strafkommando de Linzbourg, ensuite, aucune visite. À Ravarouska, nous avons reçu la visite de 2 médecins suisses en septembre, croyais-je. 42. September 42. 42. Septembre 42. Haben Sie diesen Schweizer Ärzten Ihre Beschwerden vorgetragen? Pas moi personnellement, mais notre homme de confiance a pu leur parler. Und hatte es dann Erfolg? Oui, certes. Glauben Sie nicht, dass auch
der Weg der Beschwerde durch den Lagerkommandanten auch Erfolg gehabt hätte, wenn Sie es gewollt hätten. Nous n'avions pas de rapport très amicaux avec notre encadrement allemand à Rabarouska. Ich verstehe nicht genau. Je dis que nous n'avions pas de bons rapports avec le commandement allemand du camp de Rabarouska. Ja, es handelt sich hierbei doch nicht um die Frage der guten Beziehungen, sondern einer Vorstellung, die in dienstlicher, formeller Weise vor sich gehen konnte. Glauben Sie das nicht? Présenter une réclamation me semble bien être avoir rapport avec quelqu'un. Wann sind Sie von Rabarouska weggekommen? Fin octobre 42. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie die Anzahl von Opfern, die in Rabarouska von Ihnen gezählt oder beobachtet worden sind, vorhin angegeben. Ist das richtig? Oui. Oui. Wie viele Opfer waren? Certainement. C'est un chiffre qui m'a été donné par le docteur Lévin, qui était médecin à Rabarouska, médecin français. Une soixantaine, j'ai dit. N'est-ce pas? Une soixantaine de morts Ich höre nicht. au camp même. À quoi il faut ajouter une centaine de disparus. Ich höre nicht. Wollen Sie die Güte haben, noch mal zu wiederholen, was Sie mir zuletzt gesagt haben über die Anzahl der Opfer? Oui. J'ai dit qu'il y a eu une soixantaine de morts pour le camp de Rabarouska. Pour l'époque où j'y étais. Sprechen Sie von französischen Opfern oder ganz allgemein? À Rabarouska, lorsque j'étais, il n'y avait pour ainsi dire que des Français. Quelques Polonais, quelques Belges. Ich stelle diese Frage deshalb, weil in einem amtlichen französischen Bericht, der mir vorliegt, vom 14. Juli 1945, die Opfer bis Ende Juli auf 14 Franzosen festgestellt worden sind. Und weil mir für die Zeit für August, September die von Ihnen angegebene Ziffer sehr hoch erschien. Danke sehr. Does any other German counsel want to put any questions to this witness?